Il y a peu de choses pires qui puissent arriver à une personne que d'être coincée dans l'incertitude après la disparition d'un être cher. Attendre des réponses, sans pouvoir tourner la page ni guérir, ceux qui restent peuvent endurer des années de souffrance après coup. De nos jours, nous sommes constamment inondés de rapports concernant des enfants et des adultes disparus, ce qui signifie parfois que certains cas peu connus peuvent passer inaperçus. Dans cet esprit, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer 2 disparitions mystérieuses et non résolues qui ont besoin de votre aide pour être élucidées. Lila Wati, Lila Buratan et Bagwanyala Moïse Lol. Le 5 juin 1944 aurait dû être une journée parfaitement normale pour Lila Buratan et Moïse Lol, les 2 propriétaires d'un ranch de 2 hectares à West Palm Beach, en Floride. Un couple discret et réservé. Ils étaient reconnus localement comme éleveurs d'oiseaux exotiques, activité lancée dans le Queens à New York après avoir loué un entrepôt. Lila était la principale soigneuse des oiseaux, tandis que Moïse, son neveu, s'occupait de la partie commerciale. Le ranch du duo n'avait pas de licence de la Commission de la chasse et de la pêche en eau douce de Floride, nécessaire pour élever et vendre légalement les oiseaux dans l'État. Ils affirmaient qu'ils n'élevaient les oiseaux que pour le plaisir. Pourtant, on estime que leurs oiseaux valaient la somme incroyable de 750 000 $. Leur famille, toujours installée en Guyane, en Amérique du Sud, possédait aussi une entreprise bien établie important des oiseaux sauvages. Moïse et Lila ont décidé de commencer à les élever eux-mêmes après que les États-Unis ont renforcé les lois sur l'importation d'animaux en 1993. En plus de Moïse et Lila, l'entreprise comptait également 2 ouvriers agricoles, Daljit Goban et Roland Ayoum, qui travaillaient tous 2 dans l'établissement depuis son ouverture en 1992. Roland, ancien marchand de reptiles, avait rencontré Moïse lors d'un voyage commun en Afrique, tandis que Daljit était un compatriote du Guyana. Il ne semblait y avoir aucun problème avec le ranch, ni financier, ni autre, et tout semblait bien se passer. Mais tout cela a changé à l'été 1994. Le 5 juin, un livreur de la société Bird Haven Feed Company a fait un arrêt de routine au ranch, comme Lila et Moïse ne gardaient pas de stock de nourriture pour oiseaux. Elle leur était livrée régulièrement. Un jour normal, le livreur était accueilli par l'un des 4 employés. Mais ce jour-là, ne sachant pas que les animaux auraient besoin d'être nourris, le chauffeur a laissé les caisses de nourriture à la porte du ranch et est reparti pour suivre ses livraisons. Mais il s'est inquiété lorsqu'il est revenu le lendemain et a constaté que les caisses étaient restées intactes. Inquiet pour le bien-être des centaines d'oiseaux sauvages hébergés par le ranch, le chauffeur a contacté le commissariat de police local. Il a fallu 10 jours entiers pour que quelqu'un enquête sur le ranch. Il paraît qu'il y avait un désaccord sur la juridiction à laquelle appartenait le ranch et au lieu que quelqu'un se rende sur place, le bureau du shérif du comté de Palm Beach, le service de contrôle des animaux du comté de Palm Beach et la commission de Floride de la chasse et de la pêche en eau douce se sont disputés sur la responsabilité de l'enquête. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, des centaines d'oiseaux étaient déjà morts ou mourant par manque de nourriture et d'eau. En explorant la zone, les enquêteurs ont remarqué qu'il n'y avait aucune trace ni des employés du ranch, ni de ses propriétaires. Roland, l'ouvrier du ranch, se trouvait à New York. Quelques jours plus tard, le 18 juin, il a affirmé qu'il avait quitté son emploi au ranch 2 semaines avant la disparition de Lila et Moïse. Le 5 juin, il a aussi partagé une histoire intéressante racontée par l'autre employé. Daljit rapporte que 2 inconnus ont forcé Lila et Moïse à monter dans une camionnette blanche sous la menace d'une arme, emportant aussi certains oiseaux. En creusant davantage, les détectives chargés de l'affaire ont découvert que Moïse voulait commencer à importer des reptiles d'Afrique et aurait prétendument emprunté de l'argent à des individus louches liés au milieu criminel. Cependant, un autre article de journal du Palm Beach Post indique qu'une transaction de reptiles a mal tourné. Et Moïse, dans une tentative de rembourser Roland avec l'argent qu'il lui devait, l'a payé en oiseaux. Roland a tenté de vendre les oiseaux peu de temps avant la disparition de Lila et Moïse. Il n'est pas clair quelle version des faits est correcte. Pendant ce temps, l'autre ouvrier du ranch, Daljit, avait en fait été arrêté le 7 juin en Géorgie pour des infractions au code de la route.
Il utilisait le permis de conduire et la camionnette de Moïse qui contenait plusieurs oiseaux sauvages et des tortues. Une cassette vidéo a également été retrouvée dans le véhicule qui expliquait comment changer d'identité. Cependant, Daljeet a été libéré sous caution de 318 $ et a ensuite fui la région. Ce n'est qu'après sa libération que les autorités de Géorgie ont découvert qu'il n'était pas l'homme qu'il prétendait être et que Moïse était en réalité une personne disparue. Au début, les forces de l'ordre ne pensaient pas que Daljeet était impliqué, mais voulaient qu'il vienne pour un nouvel interrogatoire. Cependant, avec le temps et alors qu'il continue de se cacher, il est désormais considéré comme un suspect dans l'affaire. Les enquêteurs ont également découvert qu'en octobre 1993, Moïse avait dit à sa mère que Daljeet avait volé 1 000 $ au ranch. Moïse avait porté plainte, mais il l'a retiré. Lorsque son employé a accepté de rendre l'argent, Daljeet a été autorisé à garder son emploi et à continuer à travailler au ranch. Depuis leur disparition, ni Lila ni Moïse n'ont jamais été revus ou entendus à nouveau. Leurs oiseaux survivants ont été vendus aux enchères publiques en Floride vers la fin de 1994. La famille du couple a tenté d'acheter les oiseaux, mais n'a pas pu payer la facture de 180 000 $ liée à l'achat. Selon les services de contrôle animalier, la famille pense que ni Lila ni Moïse n'auraient abandonné les animaux de leur plein gré. En mars 2011, les forces de l'ordre retrouvent Daljeet à Jersey City, où il vivait et travaillait sous le nom de Roy Smith. Cependant, à leur arrivée pour l'arrêter, il avait déjà fui. On suppose désormais qu'il serait à Philadelphie. Il est décrit comme un homme asiatique, mesurant entre 1,65 m et 1,70 m, avec des cheveux noirs et des yeux marrons. Il pourrait utiliser le pseudonyme Harry Gobin ou Black Gobin, et il est originaire du Guyana. Il avait 38 ans en 1994 et il aurait aujourd'hui 66 ans. Lila avait 36 ans lorsqu'elle a disparu de son ranch en Floride vers le 5 juin 1994. Elle est décrite comme une femme asiatique mesurant 1,65 m et pesant environ 52 kg. Elle a les cheveux noirs, les yeux marrons et les oreilles percées. Son neveu Moïse avait 31 ans en 1994 et il est décrit comme un homme asiatique mesurant 1,70 m et pesant 75 kg. Il a les cheveux noirs et les yeux marrons et il pourrait utiliser le nom Bhagwan. Tout comme Moïse, Lila et Moïse viennent tous les deux du Guyana. S'ils sont toujours en vie, Lila aura 63 ans et Moïse aura 59 ans. Si vous avez des informations concernant leur disparition ou l'endroit où se trouve Daljeet, vous pouvez appeler le bureau du shérif du comté de Palm Beach au 560 et 1 688 3255 000. Amanda Galleon. En septembre 1997, Amanda Dawn Galleon a déménagé à contre-cœur avec sa famille de Kansas City, dans le Missouri, vers la ville de Gillette, située dans le Wyoming. À l'origine, seule sa mère, Sissy, avait déménagé afin de pouvoir être proche de sa mère mourante, mais finalement toute la famille a fini par s'installer là-bas. Amanda, qui avait 14 ans à l'époque, ne pouvait s'empêcher d'être contrariée d'être désormais à plusieurs états de distance de ses meilleurs amis. À la fin de ce mois-là, elle a tenté de fuguer de chez elle, mais est revenue le lendemain. Mais ce n'était que le début des ennuis de la famille Galleon. À peine 6 semaines après le déménagement, Amanda a disparu. Le matin du 13 octobre, elle a quitté la maison familiale avec son vélo et a commencé son trajet vers l'école, mais elle n'est jamais arrivée en cours ce jour-là. Les Galleon ignoraient que leur fille n'était pas allée à l'école ce jour-là et l'établissement ne les a pas prévenus. Ce n'est qu'à 18 h ce soir-là que l'école a appelé pour les en informer. Son vélo a été retrouvé sur le bord de la route, près de l'I-90. Les enquêteurs ont d'abord pensé qu'Amanda avait fugué et ont porté leur attention sur un homme de 20 ans nommé Patrick Lee Gehring. Bien qu'on sache peu de choses sur Gehring, il est clair qu'il désirait sortir avec la jeune fille de 14 ans. Les parents d'Amanda, Sissy et Don désapprouvaient fermement Gehring et le montraient clairement, mais ils savaient qu'elle sortait parfois en cachette la nuit pour le voir. Lorsque Gehring a été interrogé, il semblait incapable de fournir aux enquêteurs des informations notables. Il leur a dit qu'il l'avait vue pour la dernière fois à 7h15 le matin de sa disparition. À ce moment-là, les policiers soupçonnaient que le jeune homme de 20 ans cachait l'adolescente, mais ils n'avaient aucune preuve pour le démontrer. Ainsi, après avoir été interrogé, Gehring a été relâché. Moins d'une semaine plus tard, le 19 octobre, Gehring a également été signalé disparu. Son véhicule, un pick-up rouge, a été retrouvé abandonné du mauvais côté de la route, dans le mauvais sens.
Son père était tombé dessus et l'avait ramené à la maison avant de contacter les forces de l'ordre. Peu d'indices ont été recueillis dans le pick-up. Le père de Gehring a remarqué que le siège conducteur était plus avancé que si le jeune homme de 20 ans avait conduit lui-même. De plus, les enquêteurs ont retrouvé 2 montres et une lettre manuscrite. Selon Cissy Gallion, la lettre débordait d'angoisse adolescente. Elle avait été écrite par sa fille et évoquait sa colère envers ses parents, sa détresse d'avoir perdu ses amis et de devoir tout recommencer dans une nouvelle ville. Cissy a également reconnu l'une des montres comme appartenant à sa mère qu'il avait offerte à Amanda. La mère de Cissy, que l'on appelait affectueusement Mamie, était décédée dans les mois précédant la disparition. Très peu de progrès ont été réalisés dans l'enquête. Après ce moment, de nombreux témoignages et pistes sont parvenus à la police, mais toutes ont été examinées et aucune n'a abouti. Le père d'Amanda, Don, se souvient avoir reçu des appels téléphoniques suspects à la maison peu après sa disparition et a indiqué aux enquêteurs qu'un ami de la famille avait signalé l'avoir vu de retour à Kansas City. Des signalements sont également venus de Floride et du Montana. Les rapports faisant état de sa présence à Kansas City l'associaient souvent à une voiture bleue avec des plaques d'immatriculation du Wyoming. Aucune apparition n'a été confirmée et la voiture n'a jamais été retrouvée. Don et Cissy pensent que Patrick Gehring a été impliqué dans la disparition initiale de leur fille de 14 ans dans les semaines qui ont suivi sa disparition. Don, frustré par le manque de réponse, a un jour confronté un groupe d'adolescents qu'il soupçonnait de savoir quelque chose sur l'affaire d'Amanda. Il a même tiré sur le pneu de leur voiture. Bien qu'il ait été arrêté après cet incident, les charges ont vite été abandonnées. Aucune réponse n'est venue et la famille Galléon a attendu que quelque chose, n'importe quoi, fasse surface. Ce n'est qu'en 2000 que l'affaire d'Amanda a été réexaminée et rouverte. Après que des enquêteurs du Montana ont contacté la police de Gillette, révélant un possible suspect dans leur affaire, Nathaniel Barr. Jonah, qui est né sous le nom de David P. Brown, venait d'être arrêté pour l'enlèvement et le meurtre présumé de Zachary Ramsey, un garçon de 10 ans qui a disparu à Great Falls, dans le Montana, en juin 1996. Zachary avait quitté sa maison le matin du 2 juin pour se rendre à l'école à pied, mais il n'est jamais arrivé. Il est à noter que ce n'était pas la première infraction de Bar Jonah. Il avait un long casier judiciaire et avait fait plusieurs séjours en prison et en probation, à la suite d'une série d'accusations d'abus sexuels sur des enfants et même d'une accusation de tentative de meurtre. Il visait surtout de jeunes garçons et avait avoué à un psychiatre alors qu'il était hospitalisé dans les années 1980 qu'il fantasmait sur l'enlèvement, le meurtre et le cannibalisme d'enfants. Son activité criminelle avait commencé alors qu'il n'avait que 7 ans, lorsqu'il avait tenté d'étrangler une fillette de 5 ans après l'avoir attirée dans son sous-sol. Malgré ses crimes particulièrement audacieux, Bar Jonah n'a jamais été puni comme il le fallait et a souvent évité de longues peines de prison. De plus, il est soupçonné d'être impliqué dans la disparition de plusieurs autres enfants. Lors d'une perquisition sur la propriété de Bar Jonah, des fragments d'os humains ont été découverts. Ils ont été comparés à l'ADN de Zachary Ramsey et à celui d'Amanda Galleon, mais aucun des deux ne correspondait. Selon les rapports, la veille de la disparition d'Amanda, Bar Jonah, qui avait alors 40 ans, a fait un trajet de 450 miles de Great Falls à Gillette. Il s'est enregistré dans un motel à 20h ce soir-là et a de nouveau été aperçu le lendemain à 14h dans un centre d'antiquité à Billings, dans le Montana. Il est ensuite retourné à Great Falls plus tard dans la nuit. Ce voyage n'a jamais été expliqué et il n'est pas clair ce que Bar Jonah faisait exactement à Gillette. Les charges retenues contre Bar Jonah pour le meurtre de Zachary Ramsey ont finalement été abandonnées en 2002 faute de preuves. Cependant, il est resté en prison après avoir été condamné à 130 ans pour plusieurs enlèvements, agressions aggravées et agressions sexuelles. On ne sait pas si Bar Jonah est impliqué dans la disparition d'Amanda. Il est décédé à l'âge de 51 ans d'un caillot sanguin en 2008 alors qu'il purgeait encore sa peine de prison en 2007. James Strahl, un meurtrier présumé originaire du Dakota du Sud, est devenu le nouveau suspect dans l'affaire après avoir prétendument avoué avoir tué Amanda le jour de sa disparition. Il était en prison en attendant son procès en lien avec la mort en 1998 d'un homme nommé William O'Hare. Lorsqu'un autre détenu, nommé Aloysius Blackcrow, s'est manifesté pour affirmer que Strahl s'était vanté du crime. De plus, Strahl a déclaré avoir pris une autostoppeuse identifiée comme Amanda après sa fuite de chez elle.
Il l'a ensuite violée et tuée après qu'elle ait refusé ses avances sexuelles. Il a affirmé être sous l'influence de drogue à ce moment-là et on ne sait pas ce qu'il est advenu des restes d'Amanda par la suite. Les dossiers d'emploi de Strahl confirment en partie son histoire en montrant qu'il était absent du travail au moment de la disparition de la jeune fille de 14 ans, cependant, ils ne peuvent rien prouver de plus. Strahl, pour sa part, a déclaré aux enquêteurs qu'il n'était pas impliqué dans l'affaire et qu'il n'avait jamais prétendu être noir. Crowe, qui a parlé de Strahl à la police, a témoigné lors de son procès pour le meurtre de William O'Hare, bien qu'il n'ait pas été autorisé à mentionner Amanda ou son affaire. En septembre 2007, Strahl a été reconnu coupable du meurtre d'O'Hare et condamné à la prison à vie. Mais peu de temps après, la condamnation a été annulée lorsqu'il a été découvert que Black Crow avait donné un faux témoignage dans une autre affaire. Strahl continue de clamer son innocence concernant Amanda. En 2010, il a conclu un accord avec le parquet concernant le meurtre de William O'Hare, dans lequel il a choisi de ne pas contester les chefs de vol aggravé et d'homicide involontaire. Il a été condamné à 35 ans de prison. Il a également accepté de passer un test au détecteur de mensonges concernant sa prétendue implication dans la disparition d'Amanda. Le résultat du test reste inconnu et les détecteurs de mensonges sont notoirement peu fiables. Quoi qu'il en soit, Amanda n'a jamais été retrouvée depuis sa disparition. Adolescente, elle aimait chanter de la musique country et jouait du violon. Certaines agences continuent de classer sa disparition comme une fugue, mais les enquêteurs pensent que d'autres facteurs étaient en jeu au moment de sa disparition. De même, Patrick Going n'a jamais été retrouvé et une intervention criminelle est soupçonnée dans son cas. Ni le numéro de sécurité sociale d'Amanda, ni celui de Gehring n'ont été utilisés depuis leur disparition. Ce qui indique qu'aucun d'eux n'a postulé à un emploi, obtenu de permis de conduire ou de carte de crédit depuis 1997. Plusieurs théories circulent. Amanda et Gehring auraient fui ensemble, ou Gehring aurait tué la jeune fille et dissimulé son corps, jusqu'à l'hypothèse que leur disparition soit totalement sans lien, et que tout cela ne soit qu'une simple coïncidence, leur famille continue de chercher des réponses. Amanda Gillian n'avait que 14 ans lorsqu'elle a disparu à Gillette dans le Wyoming alors qu'elle se rendait à l'école le matin du 13 octobre 1997. Au moment de sa disparition, elle mesurait 1,57 mètres et pesait 45 kilos. Elle est décrite comme une femme blanche aux cheveux blonds et yeux bleus, mais elle s'était teint les cheveux en noir lors de sa disparition. Si Amanda est toujours en vie, elle aura 38 ans. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez contacter le service de police de Gillette au 307 682 5155. Patrick Lee Going avait 20 ans lorsqu'il a disparu, 6 jours après Amanda, également de Gillette, Wyoming. Il est décrit comme un homme blanc aux cheveux bruns et aux yeux bruns. Son oreille droite n'est pas complètement développée et il a une cicatrice d'environ 2 cm sur la tempe droite. Il mesure 1,65 mètres. La dernière fois qu'il a été vu, il pesait 73 kilos et portait une coupe en brosse. S'il est toujours en vie, il aura 44 ans. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez contacter le bureau du shérif du comté de Campbell au code 07 682 7271. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.